Bien, bonjour à tous. Vincent Maquignon, administrateur judiciaire. Je suis accompagné d'Alexandra, qui est également administrateur judiciaire. Et vous allez avoir la participation avec vous d'un expert comptable. Ça tombe bien parce que, Expert comptable. ça tombe bien parce que dans la prévention des difficultés, dans la gestion des difficultés, le binôme administrateur et expert comptable, c'est la clé. On va vous dire pourquoi. Lorsqu'on parlera de la confiance nécessaire du chef d'entreprise vis-à-vis de ses outils et des intervenants. J'y reviendrai. En deux mots, et après on développera, un administrateur judiciaire, c'est un mandataire de justice, mais ce n'est pas un mandataire judiciaire. Alexandra vous le dira à peu près 4 ou 5 fois. Ça n'a rien à voir, on vous l'expliquera. C'est un mandataire de justice qui est là pour aider les chefs d'entreprise à tirer profit des textes faits pour traiter les difficultés. Voilà, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un juge, c'est un professionnel du traitement des difficultés avec l'appui des textes spéciaux au profit des entreprises. On a une compétence nationale, il y a des dossiers de prévention qui s'appellent amiables, il y a des dossiers de procédure collective, on y reviendra. Et je vais laisser la parole à Alexandra pour vous dire un mot. Et ensuite, l'expert comptable Stéphane Blanc prendra la parole et je reviendrai ensuite sur vraiment la complémentarité entre ces deux métiers au profit des entreprises en difficulté. Bonjour à tous, donc Alexandra, administrateur judiciaire. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner des clés sur les outils qui sont à votre disposition, que ce soit en prévention ou en procédure collective, et surtout aussi avoir une vision de l'expert comptable qui vous mettra en alerte sur les principaux chiffres à suivre, notamment pendant cette période compliquée du Covid. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui ? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Stéphane Blanc, je suis associé au cabinet ACOM à Bordeaux et je suis accompagné de Hatima, qui est également associé et expert comptable. Alors, voilà un peu le sommaire de la première partie. Donc, dans un premier temps, on va essayer de décrire un peu l'impact du Covid dans les comptes annuels et quelles sont les questions à se poser lors de l'arrêté des comptes 2020. Un petit focus, les dernières informations sur le PGE que l'on a pu collecter et pour clarifier un petit peu les choses auprès de nos adhérents. Après, on va parler des prévisions de trésorerie qui sont indispensables en cette fin d'année. On fera un petit focus très rapide sur la médiation du crédit et la transition sera toute trouvée pour que Vincent et Alexandra prennent la suite. Donc, ça sera la deuxième partie du webinaire sur la prévention des difficultés des entreprises. Alors, le premier point, c'est l'impact Covid dans les comptes annuels. Donc, lorsque vous arrêtez les comptes, cette année, il y a des informations complémentaires à donner, que le Covid ait eu une influence négative ou pas dans vos comptes, l'annexe des comptes annuels doit faire figurer un certain nombre d'informations. On doit mesurer l'impact du Covid sur le fonctionnement de l'entreprise, sa profitabilité, qu'il ait un impact négatif ou pas. Est-ce qu'on a souscrit un PGE? Est-ce qu'il y a eu une fermeture? A-t-on eu recours à de l'activité partielle? Est-ce qu'il y a eu des reports d'échéance auprès des banques, crédit bail, dettes fiscales et sociales, fournisseurs? Tout ça, ça doit être fourni en complément des comptes annuels dans l'annexe qui prend une importance encore plus particulière cette année. Il faut également mettre dans le rapport de gestion les commentaires liés au Covid sur la stratégie, les risques et les opportunités. Il faut également s'assurer dans l'annexe, pour les entreprises qui sont en grande difficulté, que l'on est bien évidemment en continuité d'exploitation, parce que si on avait prévu d'arrêter le fonctionnement de l'entreprise, ce sont d'autres normes comptables qui s'appliquent. Alors, plus précisément, quelles sont les questions à se poser lors de l'établissement en pratique des comptes? Quand on va arrêter les comptes, quand vous allez arrêter les comptes avec votre expert comptable, il y a des points de vigilance particuliers cette année que l'on n'avait pas forcément les autres années. Par exemple, au niveau des stocks, est-ce que dans l'évaluation des stocks, la crise, elle a peut-être un impact? Est-ce qu'il y a des stocks obsolescents? Si on calcule des dotations aux provisions pour stock avec des ratios de rotation, le ratio de rotation compte tenu des fermetures ou d'une activité ralentie, il est certainement perturbé. Donc, il faut peut-être ou revoir le ratio ou en tout cas l'appréhender avec du recul.
Et évidemment, il y aura peut-être des dépréciations complémentaires ou plus importantes que l'année précédente si les stocks ont augmenté à constituer. On portera également une attention particulière au poste client et à la constitution des provisions pour créances douteuses. Alors, j'ai écrit qu'il fallait l'apprécier avec discernement parce qu'évidemment, on ne va pas provisionner toutes les créances qui ont plus de 3 ou 6 mois automatiquement, parce qu'en fonction de la crise, ce n'est pas forcément des créances qui sont non récupérables. Vous pouvez également, si des actions ont été engagées avant la clôture des comptes, sur des restructurations, il faut savoir qu'il existe, on pourra en parler après, des provisions pour restructuration. Vous devez également constater, lorsque c'est significatif, le coût de la garantie du PGE, coût de la garantie qui n'a pas été appelé par les banques, puisque c'est les banques qui l'ont versé à la place de leurs clients, et ça ne sera appelé qu'en deuxième année. Mais il faut quand même comptabiliser le coût de la garantie de l'État lié à la première année. Évidemment, il faudra également être très vigilant au report d'échéance. Attention, quand il y a le report d'échéance, ça ne veut pas dire que la charge ne doit pas être comptabilisée. La charge doit être comptabilisée même si on ne l'a pas payée ou même si elle n'a pas été appelée. Attention aux abandons de créances, notamment entre sociétés liées. La charge doit être constatée comme l'abandon. Je prends pour exemple une SCI qui serait liée au chef d'entreprise et sa société d'exploitation. La solution, ça n'est pas de ne pas facturer les loyers. Il faut facturer les loyers et faire un abandon de créance. Sinon, ça fait naître un risque fiscal. Voilà. Et puis, dernier point, c'est peut-être faire un point sur les provisions existantes qui existaient les années précédentes. Parce qu'on sait, alors, ça n'arrive certainement pas chez vous, mais ça arrive chez certains de mes clients, il y a parfois des provisions un peu de convenance qui ont été constatées, justifiées, mais quand même un peu de convenance. C'est peut-être l'année où les résultats sont un peu moins bons, c'est peut-être l'occasion de se poser la question s'il ne serait pas temps de les reprendre. C'est pas qui m'a. Oui, tout à fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en très synthétique sur les questions à se poser, qu'on ne se posait peut-être pas les autres années sur l'arrêté des comptes. Alors, on va essayer de faire maintenant un point sur le PGE. Alors, je ne vais pas rappeler à tout le monde le fonctionnement du PGE, puisque je pense que tous les clients qui en avaient besoin en ont fait la demande et ont dû en obtenir un. Je vais juste faire un petit point sur les mesures récentes qui sont parues récemment. Donc, le PGE, vous devez savoir, les demandes, il y a eu un report jusqu'au 30 juin 2021, soit pour demander le PGE, soit pour en demander un complément, parce que les entreprises n'ont pas demandé systématiquement le maximum, elles peuvent en avoir besoin ultérieurement. Et il y a une nouvelle mesure qui a été instaurée pour les entreprises qui ont une variabilité, une saisonnalité dans leur chiffre d'affaires, puisqu'il y a ce qu'on appelle un PGE saison qui était introduit avec un plafond qui n'est pas calculé sur 25% du chiffre d'affaires annuel, mais sur les 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires du dernier exercice clos. Donc tout ça, vous pouvez le demander jusqu'au 30 juin 2021. Attention, là où les banques l'accordaient de manière relativement automatique les premiers mois, aujourd'hui, elles sont un peu plus vigilantes et elles vont notamment demander un prévisionnel de trésorerie. Dans les mesures nouvelles qui ont été annoncées par le gouvernement, il y a la possibilité d'une franchise d'une année supplémentaire. Mais attention, la durée totale du PGE qui était prévue avec 1 an de franchise et la possibilité d'échelonner le PGE sur 5 années, on reste dans les 6 ans. Donc, il y aurait à ce moment-là 2 années de franchise et la possibilité de rembourser après au maximum sur 4 années. Alors, pas mal de gens se posent des questions sur les possibilités de remboursement partiel. Donc, il est possible de faire un remboursement partiel à l'échéance de la première ou de la deuxième année s'il y a eu un report, sans pénalité de remboursement anticipé. Et donc, à ce moment-là, la banque échelonnera le PGE sur le solde sur la durée restante. Ensuite, donc comment ça se passer? Puisque le PGE a été accordé à partir du mois de mars, donc généralement à partir de la date de libération des fonds, plus 9 mois,
donc 3 mois avant l'échéance de la première année, la banque doit se rapprocher de ses clients en leur présentant les différentes options à laquelle ils doivent souscrire. Donc, ça va être soit un remboursement total, soit un remboursement partiel, avec un échelonnement sur 2 à 5 ans, soit un échelonnement total, soit un report d'une deuxième année de franchise. Attention, tout ça n'est pas automatique. La deuxième année de franchise n'est pas automatique, il faudra la demander. Et attention également, si le client ne répond pas à la sollicitation de la banque, il y aura un prélèvement automatique à la date d'anniversaire de la libération des fonds. Donc, il faut être vigilant quand même à ce point-là, et il faut être également vigilant à ce que votre banque vous ait bien contacté ou que le courrier ou le mail ne se soit pas perdu. Qu'est-ce qui se passe si on souhaite, lors du plan d'amortissement accordé, faire un remboursement anticipé? C'est possible, mais attention, il y aura des pénalités de remboursement anticipé qui sont de l'ordre de 8%. Alors, pourquoi c'est élevé? Parce qu'en fait, les banques, elles payent à BPI, elles payent à l'État le coût de la garantie de l'État en une seule fois et au départ. Donc, c'est un reste à charge pour elles. Donc, elles ont instauré des pénalités de remboursement anticipé assez élevées. Par contre, ça, c'est une bonne nouvelle, sauf dans le cas particulier d'entreprises en grande difficulté actuellement. La conversion du PGE sur un remboursement d'1 an à 5 ans se fera sans étude du dossier, quel que soit le choix d'option retenu par le chef d'entreprise. Donc, ça devrait être assez rapide et ça va éviter beaucoup de travail aux établissements bancaires. Alors, un petit rappel sur les taux d'intérêt, parce que tout le monde se pose des questions sur les taux d'intérêt et combien va coûter le PGE lorsque je vais le convertir. Alors, quid des taux d'intérêt? Donc, je rappelle que le taux d'intérêt, il a 2 composantes. La première, c'est le coût de la garantie de l'État, qui va de 0,25% pour la première année de franchise jusqu'à 1% si on prend 5 ans, et il y aura un taux qui sera appliqué par la banque. Donc, ce taux qui avait été annoncé au départ comme étant le taux auquel la banque se finance sur les marchés, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. On le verra tout à l'heure. En fonction des réseaux bancaires, il y aura des taux d'intérêt, en plus du 1% de garantie pour l'État si on prend 5 ans, qui va s'ajouter. L'État a négocié avec les banques que la somme des 2 taux ne devait pas dépasser 2,5%. Alors, quelles sont les annonces bancaires? Nous, on a fait le tour un petit peu de réseaux bancaires avec qui on travaille. Globalement, les banques mutualistes, notamment le Crédit Agricole, ils ont des instructions comme quoi ils prendront le taux auquel ils se financent sur les marchés, c'est-à-dire proche de 0. En revanche, j'ai interrogé le Crédit Lyonnais, la BNP, la BPO également. Eux, ils ont dit que leur taux, ce serait 2,5%. Donc, en fait, ils prendront une marge de, globalement, 1,5% sur les 2,5%. Une petite précision importante, le PGE n'a pas été et n'est toujours pas fléché, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, il en dispose comme il l'entend. Donc, la question à se poser, si on n'en a pas besoin, effectivement, ou si on ne l'a pas consommé, puisque globalement, il y a quand même un nombre significatif d'entreprises qui n'ont pas consommé le PGE, il peut relever de la bonne gestion de ne pas forcément le rembourser. Si des investissements sont prévus, il est peut-être préférable de conserver son PGE plutôt que d'aller souscrire un nouvel emprunt avec des frais et une caution du chef d'entreprise. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur PGE. Donc, après le PGE, quelles sont les questions à se poser cette fin d'année lorsqu'on rencontre les clients? Plus que jamais, il faut faire des prévisions de trésorerie. Pourquoi? Parce que, notamment, cette année est extrêmement perturbée. Elle est perturbée peut-être parce que les recettes ne sont pas là, mais elle est perturbée aussi parce qu'il y a eu énormément de reports de charges. Alors, ça peut être des reports de charges au niveau fiscal, au niveau social,
Est-ce que je vais pouvoir rembourser mon PGE? Donc, il faut faire des prévisions de trésorerie. Les banques demandent également, presque pour tous les dossiers aujourd'hui, des prévisionnels de trésorerie certifiés par les experts comptables. Attention également pour ceux qui seraient tentés de ne pas en faire, il peut y avoir, j'ai eu le cas avec des clients qui ont des trésoreries excédentaires, mais qui pourraient s'avérer virtuelles. Pourquoi? À cause de tous les reports, finalement, ils ont beaucoup d'argent sur le compte, ils ont une PGE, mais ils ne sont pas conscients qu'ils vont être obligés de rembourser des échéances importantes à partir de 2021. Donc, il faut, sans attendre d'arrêter des comptes 2020, puisque les comptes 2020, globalement, des entreprises, vous allez les arrêter en janvier, février, mars 2021, il faut anticiper des prévisions de trésorerie d'ores et déjà. Alors, quels sont les pièges à éviter en matière de prévision de trésorerie? Alors, on peut être tenté de ne pas avoir envie de faire des prévisions de trésorerie ou de dire j'ai des difficultés de faire des prévisions de trésorerie dans un environnement incertain parce que je ne maîtrise pas mes recettes. Effectivement, mais il faut au moins, à minima, si on ne peut pas maîtriser les recettes, faire une prévision des dépenses et une prévision des dépenses qui soit fiable. Alors, pour ça, il faut faire attention à tous les reports et bien lister tous les reports de charges auxquels vous avez pu être confrontés. Donc, au niveau des emprunts, vous avez dû recevoir, mais si vous n'avez pas reçu, il faut impérativement obtenir les nouveaux tableaux d'amortissement. Pour les crédits baux, c'est pareil. Alors, normalement, les crédits baux, c'est fini au 31 décembre 2020, les reports, mais il y a des cas particuliers où il y a des reports ultérieurs. Les loyers, il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de litiges sur les loyers. On vous rappelle qu'il est toujours possible de négocier avec le propriétaire, que les remises de loyers ne sont surtout pas automatiques. D'ailleurs, peu de bailleurs les ont appliquées. Pour autant, il faut savoir que l'État a mis en place, alors c'est un système un petit peu compliqué, un crédit d'impôt pour abandon d'un mois de loyer sur le dernier confinement. Alors, c'est pas avec ça que les entreprises vont retrouver de la trésorerie, mais bon, il faut savoir que ça existe. Et si vous souhaitez négocier un mois de loyer avec votre bailleur, vous pouvez l'informer que cette mesure existe. Alors, les bailleurs professionnels, ils en sont informés. Bon, quand ce sont des particuliers, c'est un petit peu compliqué. Alors, la grosse difficulté pour arrêter les comptes, ça va être le report des charges sociales. Parce que là, ça va être du cas par cas, puisqu'il y a eu des reports de charges sociales tant pour les salariés, également avec des aides et des abandons de charges, que pour les charges TNS. Donc là, il faut impérativement valider avec votre expert comptable, ou si vous n'en avez pas, à défaut, consulter vos comptes URSSAF et retraite au 31 décembre 2020 pour bien valider quel est le montant de la dette. Pour les charges TNS, donc pour les travailleurs non salariés, les indépendants, les gérants de SARL, il y a des reports de charges automatiques qui ont été appliqués à tous les contribuables, même pour les contribuables qui n'étaient pas touchés pour le Covid. Donc, certains ont pu faire des versements libres pour anticiper et pour ne pas être quelque part victime de ce report de charges. Mais si ça n'a pas été mis en place, il faut s'attendre à des rappels importants. Attention, les rappels n'interviendront qu'après le dépôt de la DSI. La DSI, c'est la déclaration des travailleurs indépendants de la rémunération de 2020, qui interviendront en mai 2021. Donc, ça donne un peu de temps et un peu d'oxygène pour anticiper le report des charges. Oui. Pour les bénéficiaires, alors, dans les prévisions de trésorerie, évidemment, vous allez mettre des prévisions de charges, et notamment de charges salariales. Aujourd'hui, le bénéfice du chômage partiel est acquis pour le premier trimestre 2021. Il va falloir refaire une demande auprès de l'URSSAF pour toutes les entreprises. Et le justifier. Pourquoi on en fait la demande. Ça n'est pas automatique. Mais évidemment, il conviendra de suivre en 2021 attentivement l'activité pour savoir quand ça va s'arrêter. Est-ce que ça va s'arrêter de manière brusque, plus vraisemblablement d'une manière décroissante. Et je pense que ça sera également en fonction des secteurs d'activité. Dans votre prévision de trésorerie, il faudra également anticiper
éventuellement des prévisions de réduction d'effectifs et des coûts de restructuration. Donc, il faut d'ores et déjà estimer les coûts en amont et en avoir connaissance. Donc, le service chargé du social doit pouvoir vous chiffrer le coût d'un licenciement économique ou d'une rupture conventionnelle et que vous l'ayez en tête pour pouvoir adapter et faire vivre votre prévisionnel de trésorerie sur l'année 2021. Quelles sont les autres charges qui ont été reportées? Bon, il peut y avoir des charges fiscales. En vérité, il y a peu de charges fiscales de reportées, à part peut-être la CFE, puisque la TVA a été payée dans le mois concerné, en fait. Voilà. Il y a peut-être la quantillesse qui a été reportée. Voilà, il peut y avoir des accontillesses qui ont été reportées, effectivement. Et enfin, il y a peut-être des encours fournisseurs qui ont été reportés parce que peut-être que vous avez négocié avec vos fournisseurs des reports de paiement. Bien anticiper également la politique de rémunération du dirigeant. Quelle va être sa politique de rémunération sur 2021? Bon, je parle de distribution de dividendes, parce que si les boîtes distribuent des dividendes, a priori, elles ne sont pas en difficulté, elles n'ont pas vraiment besoin d'avoir un prévisionnel de trésorerie extrêmement précis. Intégrer également dans le prévisionnel de trésorerie des prévisions d'investissement. Alors, on a un adhérent, Vincent Begri, le VP FIDAM, qui nous a mis gracieusement et très gentiment un tableur Excel qui est très bien fait de prévision de trésorerie, qui reprend l'ensemble de ces paramètres. Il a été adapté pour 2021. Je pourrais vous le communiquer ou vous pourrez également vous adresser directement à lui. Vous avez ses coordonnées dans le diaporama. Alors, c'est bien de faire des prévisions de trésorerie, c'est bien de s'adapter, et après, il faut quand même en tirer des conséquences. Donc, quelles actions à faire face à des prévisions négatives? L'objectif, c'est de préserver cette trésorerie à tout prix, quelle que soit, je dirais, l'issue. Si la continuité d'exploitation n'est pas compromise, il faut de toute façon, si les conclusions des prévisions de trésorerie montrent des graves difficultés, il faut, en tout état de cause, essayer de trouver de nouveaux reports d'échéance avec l'ensemble des créanciers. C'est la banque, les établissements financiers, mais également l'ensemble de vos fournisseurs. Ne surtout pas attendre d'être en cessation de paiement pour envisager des solutions. Si la situation s'aggravait et que malheureusement on était obligé d'aller vers une procédure un peu plus judiciaire, il faut impérativement, et ça je pense que Vincent et Alexandra vous le diront tout à l'heure, aborder cette phase avec une trésorerie positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que stratégiquement, si on doit préparer une sauvegarde, même malheureusement un redressement judiciaire, ça peut arriver et ça arrivera vraisemblablement à certains d'entre nous. Ça ne veut pas dire que la situation est irrévocablement compromise. On peut s'en sortir, mais il faut aborder cette phase avec de la trésorerie. Ça veut dire que stratégiquement, il faut, avec votre expert comptable, voir quelles sont les charges à ne pas régler, les dettes à ne pas régler, pour aborder cette phase avec de la trésorerie. Et donc, j'ai rajouté, mais évidemment, il faut se faire aider. Donc, lorsqu'on est en grande difficulté, c'est pour ça que Vincent et Alexandra vont intervenir après moi. Donc, il y a deux personnes qui peuvent vous aider, en dehors de votre expert comptable, des acteurs un peu plus institutionnels. Il y a le médiateur du crédit qui peut être un premier recours, et après, faire appel à un administrateur judiciaire. Alors, c'est vrai que parfois, ça fait un peu peur, mais justement, vous allez voir que Vincent et Alexandra vont démystifier leur métier. Je voulais faire un petit focus là, sur la médiation du crédit, parce que nous, au sein d'un des bureaux on a utilisé 3 fois, et on a utilisé 3 fois avec succès. Donc, la médiation du crédit, c'est une procédure qui est simple, qui ne fonctionne que pour les dettes financières. Tout se passe, je vous ai mis le lien par Internet, en tout cas pour déposer le dossier sur le médiateur du crédit à la Banque de France. C'est une procédure simple, qui est rapide,
Donc, quelles sont les missions du médiateur du crédit? Il intervient à quelle occasion? Lors de la négociation de découvert ou d'autres lignes de crédit, lors du refus de rééchelonnement d'une dette, lors d'un refus de crédit, lors de refus de caution de garantie ou la réduction d'une garantie pour un assureur crédit. Donc, la médiation se fait en 5 étapes. Donc, je l'ai repris sur le site de la Banque de France. C'est très simple. Une première étape, on dépose un dossier qui est hyper simplifié. Vous allez le voir sur le diapo suivant, qui présente les caractéristiques de votre demande sur 2 pages. Le dossier est admis en médiation dans les 48 heures, et ça, c'est vrai. La banque dispose de 5 jours pour modifier ses positions. Le médiateur intervient pour tous les points de blocage et le médiateur propose une solution aux 2 parties. Alors, qu'est-ce que comporte le formulaire de saisine? L'identité de l'entreprise, l'identité du dirigeant et le motif de la saisine articulé en 3 paragraphes. Quelles sont les difficultés de financement que j'ai rencontrées? Préciser le lien avec la crise du Covid. Quels sont mes établissements bancaires qui sont concernés? Et mon entreprise est-elle ou pas en cessation de paiement? Parce qu'évidemment, si l'entreprise est en cessation de paiement, ça n'est plus du recours de médiation du crédit. Donc, je vous ai mis 3 exemples de médiation réussie sur un de nos bureaux de Bordeaux. On a eu un refus d'un PGE pour une entreprise nouvelle. On a saisi le médiateur du crédit et le PGE a été accordé. On avait également eu un refus de PGE pour une entreprise qui avait déjà des relations assez tendues avec sa banque avant la crise Covid. Ce n'était pas forcément des relations tendues liées à la situation financière de l'entreprise, mais elle avait des relations compliquées. Donc, la saisine du médiateur du crédit a suffi et on a eu le PGE. Et sur un dossier qui était un petit peu plus compliqué, c'était dans un dossier un groupe de restauration où le chef d'entreprise était à la fois propriétaire des murs au travers d'une SCI et ces entreprises d'exploitation en sont locataires. Vous voulez solliciter un nouveau report suite au report automatique des 6 premiers mois qui lui avait été refusé. On a saisi le médiateur du crédit et finalement, il a obtenu un nouveau report. Donc voilà, c'était pour rappeler que ça existe. C'est simple, c'est rapide. Vous pouvez le faire vous-même sur le site. Alors, c'est un premier pas. Lorsque vous avez des difficultés, ça ne règle pas tout, mais il faut savoir que ça existe et que finalement, ça fonctionne relativement bien. Voilà. Alors après, le deuxième pas, c'est de faire appel, lorsque vous avez des difficultés qui sont importantes et que vous avez du mal à négocier avec vos créanciers ou du mal à échelonner vos dettes, c'est de faire appel à des professionnels qui vont prendre la suite dans le relais après moi, que sont Alexandra et Vincent. Merci Stéphane. Donc, de notre côté, on va effectivement vous expliquer très clairement, succinctement, de quelle procédure on parle. Je vous ai dit à quoi ça servait, je le redis, c'est des outils juridiques pour aider un chef d'entreprise en difficulté à trouver des solutions. Il y en a plusieurs des outils juridiques. Moi, j'ai entendu dans ce qui vient d'être exposé par Stéphane, 4 mots-clés intéressants. Le PGE, j'y reviendrai, sur peut-être la façon de l'utiliser. La notion de prévision. La notion de prévision qui va avec la notion d'anticipation. Et Alexandra y reviendra et moi également. Ça, c'est un facteur clé essentiel. Et enfin, l'autre terme qu'a employé Stéphane, c'est être aidé. Être aidé parce que bien souvent chez l'entreprise, il est né dans le guidon, il est seul. Il est seul. Administrateur judiciaire, il y a écrit judiciaire. Tribunal, on ne sait pas comment ça va se passer. Et ça fait peur. C'est normal quand on ne connaît pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'avec le chef d'entreprise, l'administrateur judiciaire, c'est un binôme, parce que le chef d'entreprise, il connaît l'expert comptable, pardon, un binôme entre expert comptable et administrateur judiciaire. Parce que l'expert comptable, il connaît le chef d'entreprise. Il y a une confiance entre eux. Il a accès aux chiffres et il les comprend. Donc, il est capable de dire au chef d'entreprise, attention, ça commence à déraper. Venez avec moi ou viens avec moi, on va aller voir un administrateur, on va lui exposer la situation, on fait un entretien informel qui, nous, de notre côté, n'est pas facturé, ça dure 1 heure ou 2, mais au moins,
après, le chef d'entreprise repart avec de l'information, il sait où il en est, il sait ce qui s'offre à lui comme possibilité à ce stade-là, et ensuite, il ne pourra surtout pas dire un jour si j'avais su. C'est surtout ça que nous, qu'on veut éviter. Voilà schématiquement le métier, à quoi on sert et la collaboration avec les experts comptables. Ensuite, il y a deux grands types de procédures. Les procédures amiables et les procédures collectives. Amiable, retenez, tout est possible, mais il faut négocier. Procédure collective, il y a moins besoin de négocier, mais on est dans un couloir. Les procédures amiables, Alexandra va vous en parler. Les procédures collectives, j'y reviendrai après. Comment choisir? On choisit en fonction de la situation de l'entreprise. Et vous avez déjà peut-être entendu parler d'une notion qui est l'état de cessation des paiements. Ça veut dire quoi? C'est une notion comptable. C'est une notion bilancielle. On est en état de cessation des paiements lorsque l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. On parle d'actif, on parle de passif, donc c'est un instant T. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une dette, vous pouvez ne plus l'avoir demain, et inversement. L'actif disponible, c'est quoi? C'est tout ce qui se transforme en trésorerie immédiatement ou à brève échéance. Voilà. Donc, c'est la trésorerie, c'est les valeurs mobilières de placement, et après, ça dépend du cycle. Les stocks, pour quelqu'un qui vend au comptant, avec des stocks périssables, les stocks peuvent faire partie d'actifs disponibles. Quelqu'un qui vend des machines techniques et qui en vend 3 par an et qui n'a pas encore de commande, les stocks, ce ne sera pas d'actifs disponibles. Donc, il y a un actif disponible, c'est qu'est-ce qui va rapidement se traduire en trésorerie. De l'autre côté, il y a passif exigible. Passif exigible, concrètement, c'est les dettes dues. Même si le fournisseur ou le créancier n'en demande pas le paiement. Si c'est dû, c'est exigible. On est en état de cessation des paiements lorsque on a un actif disponible qui ne permet pas de faire face au passif exigible. Alexandra y reviendra aussi, ça c'est la notion brutale. C'est-à-dire qu'on regarde les chiffres et on les traduit. Généralement, sur le type de population d'entreprises qui viennent nous voir, si on s'arrête là, il y en a beaucoup qui vont être en état de cessation des paiements. Parce que souvent, à l'instant T, effectivement, notre trésorerie ne permet pas de faire face au passif exigible. Je vous dis qu'Alexandra vous en parlera. Il y a des moyens d'augmenter l'actif disponible et de baisser le passif exigible. Notamment, pourquoi? Parce que si on n'est pas en état de cessation des paiements, on a accès aux procédures amiables, avec tous les avantages qu'elles ont, liés encore une fois au facteur clé anticipation. Et le but est d'éviter la procédure collective. Parce que la procédure collective, il y en a deux, j'y reviendrai après, sauvegarde et redressement. Pour le redressement, il faut être en état de cessation des paiements. Donc, je termine cette petite présentation. Retenez bien deux types de procédures, amiables, mandat ad hoc, conciliation, tout est possible, mais il faut négocier, et pour ça, il faut venir en amont le plus tôt possible. Et tout le monde y a intérêt, et l'entreprise et ses créanciers. C'est pour ça que ça marche. L'état de cessation des paiements, la sauvegarde, c'est une procédure collective où il ne faut pas être en état de cessation des paiements, je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, redressement judiciaire, où là, il faut être en état de cessation des paiements. Ces deux procédures-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on négocie quasiment plus. On a un outil qui est très fort, on a beaucoup de pouvoir, la loi nous donne beaucoup de pouvoir, mais par contre, c'est un pouvoir qui est très canalisé. C'est une procédure qui dure 1 an et vous le verrez tout à l'heure, on peut avoir ou pas une deuxième chance. Donc c'est une procédure très lourde, c'est un traitement très lourd. Si on est dans une situation adaptée, ça marche aussi. Mais ça veut quand même dire que la situation est plus dégradée qu'elle aurait pu être si on avait anticipé et traité ça en procédure amiable. Donc Alexandra, qui fait quasiment que des procédures amiables parce que c'est sa passion, elle va vous expliquer de quoi il s'agit, pourquoi ça marche. Alors, donc bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc, comme le disait Vincent, l'objectif des procédures amiables, c'est d'éviter la publicité de la procédure vis-à-vis des tiers. Alors, les tiers, lesquels? Tous les tiers à l'entreprise, donc les fournisseurs, les salariés, les clients. L'objectif, c'est de négocier avec les créanciers ou avec d'autres interlocuteurs dans le cadre de la procédure pour permettre à un instant T de trouver une solution à tous. Mais tout ça dans la plus grande confidentialité. Alors, comme l'a dit Vincent, on peut négocier, mais un bon négociateur, il faut qu'il ait plusieurs cartes. Moins il a de cartes dans son jeu, moins il peut être performant.
Donc, si on vient nous voir quand on a beaucoup de dettes, mais plus forcément de levier à la négociation, bah forcément, on est moins performant sur ce qu'on peut obtenir de nos partenaires. Alors, comme on vous l'a dit, nous, on est administrateur judiciaire. Donc, c'est important de savoir qu'on n'est pas mandataire liquidateur. Notre job à nous, c'est pas de liquider des sociétés. Donc, si vous venez nous voir pour nous dire je veux liquider de façon judiciaire, nous, c'est pas possible, c'est pas notre métier. Ça, c'est le rôle du mandataire judiciaire ou autrement dit, le mandataire liquidateur. Donc, c'est vraiment deux fonctions qui n'ont rien à voir, deux métiers qui sont vraiment différents et surtout deux intérêts qui sont différents aussi. Donc, à un moment donné, notre objectif, c'est de sauver l'entreprise, quel que soit le type de procédure amiable ou procédure collective. Nous, on représente tout le temps le chef d'entreprise, pas les créanciers de l'entreprise. Ça, c'est le rôle du mandataire liquidateur. Donc ça aussi, ça permet de dédramatiser le rôle de chacun. Nous, notre intérêt, c'est que l'entreprise, elle perdure. Si l'entreprise s'arrête, notre mission aussi, elle s'arrête. Voilà. Donc là, il faut être très clair. Alors, comme l'a dit Vincent, pour pouvoir être en procédure amiable, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Donc concrètement, j'ai deux vases, le vase actif, le vase passif. Vincent vous a dit, l'actif, vous mettez la trésor, parfois les stocks en fonction de votre activité. Si vous avez en stock simplement un immeuble, matériellement, ce n'est pas un actif qui va pouvoir être valorisé rapidement et où vous allez pouvoir avoir de la trésorerie rapidement. Donc vraiment, dans l'actif, on met la trésorerie et parfois le poste client en fonction du délai de recouvrement de votre poste client. Si vous avez 50 000 euros de poste client qui traînent dans le poste client depuis 2 ans, ce n'est pas de l'actif disponible rapidement. Donc vraiment, le plus souvent, la trésor, les découvertes non utilisées, c'est tout. Passif exigible, dette de la facture qui est passée. Bien évidemment, malheureusement, le plus souvent, vous venez nous voir trop tard et on a trop de dettes par rapport à l'actif. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de baisser un peu le vase du passif? On demande un délai officieux à nos fournisseurs pour essayer de réduire au maximum ce passif. Même si on le restructure après nous dans le cadre de la procédure, l'objectif, c'est qu'à un instant T, la facture puisse être reportée ou qu'il y ait un mini-échéancier sur la facture pour qu'on ne caractérise pas un passif qui est dû. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire pour aller en amiable. Alors en amiable, on y fait quoi? Il y a deux procédures, le mandat ad hoc, la conciliation. Je vais faire la plus simple, le mandat ad hoc. C'est la procédure, il doit y avoir 3 articles dans le code de commerce. Un mandataire ad hoc, c'est un tiers désigné pour une mission ad hoc, donc particulière. La mission, ça peut être à la fois négocier avec des créanciers, donc par exemple des partenaires bancaires, par exemple l'URSSAF, le Trésor public. J'ai vu qu'il y a des questions sur l'EDF, tout ce qui est contrat de fluide. Donc ça peut très bien être intégré dans le cadre d'un mandat ad hoc. C'est une négociation avec les créanciers. Mais pas que. Donc, Stéphane, par contre, j'ai de l'écho avec. Tu as réenclenché le micro. Donc, du coup. Ouais, désolée, merci beaucoup. Donc, du coup, le mandat ad hoc, ça peut être très bien pour négocier avec des créanciers, mais pas forcément. Ça peut être aussi pour négocier entre associés parce qu'on ne s'entend pas. Ça peut être pour négocier entre un chef d'entreprise et des salariés. Donc, vraiment, le mandat ad hoc, il n'y a pas forcément la notion de dette. Ça peut être pour négocier aussi de la dette à venir. Exemple, ce que vous a dit Vincent, et Stéphane aussi, un prêt garanti par l'État que je sais que je ne vais pas pouvoir rembourser. Ce n'est pas le jour où je sais que je ne vais pas pouvoir le rembourser qu'il faut aller voir la banque, c'est en amont, pour trouver des solutions en amont et qu'elle laisse surtout le temps à la société de se restructurer pour pouvoir trouver des solutions. Donc, encore une fois, plus on va avoir les partenaires en amont, plus on peut trouver des solutions proportionnées avec chacun d'entre eux. A contrario de la conciliation, elle est beaucoup plus définie dans le code de commerce, c'est la négociation avec les créanciers. Donc là, on ne vise pas la négociation entre deux associés qui ne s'entendent pas ou avec les salariés, on vise vraiment la négociation avec les créanciers de l'entreprise. Donc, ça peut être, par exemple, EDF avec lequel on n'a pas payé les factures. Ça peut être le partenaire bancaire avec lequel on a un prêt, mais on voudrait en obtenir un peu plus, mais il faut geler le prêt actuel. Donc, vraiment, là, il y a déjà la notion de dette. Elle n'est pas forcément due tout de suite. Elle va être due. On ne sait pas comment on va la payer et il faut trouver une solution en mettant tout le monde autour de la table. Alors, pourquoi on va dans ces procédures dites de mandat ad hoc et de conciliation? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des procédures qui sont totalement confidentielles. Alors, je vous imagine derrière votre écran en train de dire « Oui, mais ça, c'est ce qu'on nous raconte, mais c'est rarement confidentiel. » Si. Pourquoi c'est confidentiel et qui y a intérêt? À la fois l'entreprise, parce que effectivement, l'objectif, c'est que les clients ne soient pas au courant qu'on ne va pas bien, mais aussi parfois les fournisseurs. Parce que si les fournisseurs ils commencent à sentir qu'on ne va pas bien, ils vont nous demander des paiements comptants et du coup, ça peut enrayer la machine de l'entreprise. Donc,
tous les créanciers, que ce soit les partenaires bancaires, l'URSSAF, le Trésor public et parfois même les fournisseurs, ont strictement aucun intérêt de dire à la terre entière que la structure ne va pas bien. Parce que l'objectif commun pour l'entreprise, c'est de perdurer et pour les créanciers, c'est d'être payé. Donc, plus on trouvera une solution dans un cocon préservé de la confidentialité des échanges, plus ça sera serein pour tout le monde et surtout préservé pour le chef d'entreprise. Donc vraiment, même chez les partenaires bancaires, il ne faut pas croire, oui, les partenaires bancaires parlent entre eux des dossiers en cours, mais l'objectif d'un partenaire bancaire, il ne faut pas oublier, c'est d'être payé. Donc si on peut trouver une solution cohérente pour lui, il le fera. Alors de façon très concrète, comment ça fonctionne? En mandat ad hoc et en conciliation, c'est de la seule diligence du chef d'entreprise. Il n'y a que le chef d'entreprise qui peut demander un mandat ad hoc ou une conciliation. Donc, il saisit le président du tribunal de commerce, si c'est une société commerciale. Si c'est une association, c'est le président du tribunal judiciaire, ou si c'est une société civile, notamment immobilière. Il saisit le président du tribunal de commerce, il informe de la situation et il lui demande la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. Bien évidemment, le but, c'est de pouvoir voir le dirigeant avant. Pourquoi? Pour pouvoir échanger avec lui déjà, sur la meilleure procédure, si la procédure est utile tout de suite ou pas, parce que le but, c'est pas d'ouvrir une procédure si elle n'a pas d'intérêt, et surtout de choisir son professionnel. On peut choisir le mandataire ad hoc ou le conciliateur avec lequel on veut travailler, donc plus on vient le voir tôt, plus on lui expose des situations, plus du coup, on sent s'il y a cette confiance réciproque, parce que pour pouvoir bien négocier, il faut avoir confiance dans le professionnel avec lequel on travaille. Et surtout, il faut s'assurer que le professionnel avec lequel on travaille, il a la confiance aussi des créanciers avec lesquels on négocie. Il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, quand vous négociez avec un partenaire bancaire, vous êtes toujours les mêmes sur la place. Forcément, il faut avoir acquis sa confiance pour arriver à trouver des solutions proportionnées pour tous. Donc, pour être concrète, pour vous donner des exemples, nous, on a des chefs d'entreprise qui sont venus nous voir. Là, on a des dossiers qui sont en train de sortir où pendant plus de 33 mois, on est resté en gel sur toutes les dettes. Le social, le fiscal, les banques, les crédits baux. Le but, c'était de laisser du temps à l'entreprise de retourner son modèle parce qu'elle avait besoin de changer de modèle pour pouvoir se restructurer. Donc ça, il faut être conscient que ça marche, c'est pas que pour les autres et c'est pas forcément des grosses structures. Ça va vraiment de l'auto-entrepreneur à la société cotée, certes, mais c'est pas le tissu économique français, les sociétés cotées. Donc c'est pour tous les chefs d'entreprise, toutes les tailles d'entreprise. Le but, c'est de négocier. Je vous ai dit comment ça se passe. Vous allez voir, une fois que vous avez vu votre professionnel, vous allez voir le président du tribunal de commerce pour lui demander un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Comment ça se passe? Il dit, oui, la mission me paraît proportionnée, proportionnée, et le but de cette procédure, c'est que lui, il rende une ordonnance qui nous permet d'aller négocier. Voilà. Donc, il nous donne un titre pour aller négocier, et bien évidemment, avec ce titre, on peut aller voir l'ensemble des créanciers de façon confidentielle pour trouver des solutions avec eux. On a eu beaucoup de demandes, notamment sur des négociations avec des bailleurs. Il faut savoir que dans le cadre de la loi Covid, dans toutes les dispositions qui ont été prises par ordonnance, on a la possibilité d'imposer un gel, ce qui est normalement pas le cas en amiable, puisque l'amiable, comme je vous l'ai dit, c'est que de la négociation. Ça, c'est un outil qui a renforcé les pouvoirs du conciliateur, qui est vraiment juste afférent au dispositif Covid. Pour vous donner une ordre d'idée, moi, j'ai même pas encore eu à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'un mandataire ad hoc ou un conciliateur, quand il explique au bailleur les conséquences par ricochet de son refus de gel ou de son refus d'échelonner les dettes, forcément, on trouve des solutions proportionnées. Par contre, c'est plus simple pour l'administrateur judiciaire de passer les bons messages que parfois le chef d'entreprise seul ou le chef d'entreprise avec son expert comptable. Parce qu'on est effectivement au service du chef d'entreprise, ça c'est une réalité, mais par contre, on est désigné par le président du tribunal. Donc, c'est une petite frontière qui fait qu'à un moment donné, nous, il y a des choses qu'on peut dire ou on ne peut pas dire, mais l'objectif, par contre, c'est de préserver l'intérêt de tous, à la fois le chef d'entreprise, mais à la fois aussi les créanciers, pour s'assurer que l'entreprise perdure et que tout le monde puisse être remboursé. Donc, vraiment, des outils qui sont très souples, des coûts qui sont maîtrisés parce que vous connaissez notre taux horaire avant de démarrer à travailler, vous connaissez le nombre d'heures maximum qu'on envisage pour traiter votre dossier, donc vous maîtrisez le coût, le temps, et avec une réalité d'un succès sur les procédures qui est réelle. Aujourd'hui, les chances d'aboutir sur une procédure et d'obtenir ce qu'on souhaite pour faire perdurer l'entreprise en amiable, c'est 90% de réussite, voire 95% de réussite quand si le dirigeant est venu suffisamment en amont. La procédure collective, le nombre d'entreprises qui arrivent au bout d'une procédure collective, c'est de moins de 30% de réussite. Donc, vraiment, c'est des outils de gestion à votre service, mais par contre qu'il faut savoir utiliser
Et si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux demander un rendez-vous confidentiel, gracieux à un administrateur judiciaire. En tout cas, nous, c'est notre philosophie au sein de l'étude pour que vous ayez tous les outils en main et surtout que vous puissiez jamais dire si j'avais su ou c'est déjà trop tard. Voilà. Alors malheureusement, parfois, vous n'arrivez pas assez tôt. Et là, il faut aller sur la procédure collective. Alors Vincent, la procédure collective. Alors, effectivement, parfois, on va à la procédure collective parce qu'on ne s'y est pas pris assez tôt. Et la conséquence, c'est que soit on n'a plus de trésorerie du tout, on est en état de cessation des paiements, soit on a encore un peu de trésorerie, on n'est pas en état de cessation des paiements, mais nos dettes sont telles qu'on ne pourra pas les renégocier en amiable. Les négociations en amiable, on peut obtenir 3, 4, parfois 50 délais. Ça dépend des dossiers, mais pas 10. Pas 10. Si on veut aller à 6, 7, 8 ans, 10 ans, il faut passer par une procédure collective. Procédure collective, le collectif, il veut dire quoi? Il dit que toutes nos dettes, on les met de côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la procédure collective est ouverte, les dettes qui étaient nées avant l'ouverture de la procédure sont mises de côté. Le but, c'est de créer une période qui s'appelle la période d'observation, qui est de 2 fois 6 mois, parfois 3, mais en règle générale 2 fois 6 mois, au cours de laquelle tout est fait pour que le chef d'entreprise soit dans la meilleure situation pour démontrer ce qu'il sait faire, sans avoir le poids des dettes et des créanciers qu'il appelle tous les jours. Pour ça, il faut de la trésorerie disponible. Parfois, on n'en a pas beaucoup, sinon on ne serait pas en état de cessation des paiements. Là aussi, donc, il faut anticiper. Parce que si on voit avec l'aide de son expert comptable, d'un administrateur judiciaire, qu'il faut aller à la procédure collective, si on le gère un peu en amont, on peut générer de la trésorerie. On peut générer de la trésorerie déjà en arrêtant de payer les dettes fiscales et sociales avant d'aller voir le tribunal. Ça fera toujours ça de trésorerie économisée. Et ça, c'est fondamental, la trésorerie. Surtout tout au départ. Après, il y a un volant de trésorerie qui va se créer mécaniquement, puisqu'on arrête de payer nos dettes. Je vous ai dit, elles sont gelées. Et on continue à encaisser nos créances clients. Donc, il y a de la trésorerie qui se reconstitue mécaniquement. Mais tout au départ, il en faut. L'autre façon d'améliorer un peu la trésorerie, c'est qu'on ait une date d'audience proche d'une fin de mois. Si demain j'ai un dossier, vous voyez, qui devrait être ouvert au tribunal, on va être le 15 ou le 16, je leur ai dit, surtout, payez pas les salaires de novembre. Vous allez me dire, oui, mais les salariés, comment ils font? J'ai dit, on ne paye pas les salaires de novembre. Ça n'empêche pas de donner un acompte sur décembre. Le salarié, il va avoir au 30 novembre ou au 1er décembre une partie de son salaire. Mais s'il a 45%, il peut attendre quand même 15 jours. Et juridiquement, les salaires de novembre ne sont pas payés. Donc, l'entreprise qui est en redressement, pas en sauvegarde, je vais y revenir, en redressement, elle peut demander à ce que les salaires non payés soient pris en charge. Et elle économise un mois de masse salariale. Alors certes, elle a donné un acompte sur décembre, mais à fin décembre, elle va reprendre l'acompte. Et les salariés auront reçu le paiement du mois de novembre. Donc tout le monde s'y retrouve. Donc encore une fois, retenez que la clé du succès, comme pour l'amiable, c'est aussi la préparation et l'anticipation. Donc, 2 procédures collectives, sauvegarde, redressement. L'avantage de la sauvegarde, il y en a 2 principaux. Le premier, c'est que le chef d'entreprise, qui est caution, bien souvent, peut profiter du plan de sauvegarde. Donc, je vais vous expliquer après comment ça marche, les plans de sauvegarde et les plans de redressement. Je vous en ai dit un mot, à savoir qu'on peut décaler jusqu'à 10 ans le règlement de ses dettes. Le chef d'entreprise qui est caution, s'il est dans un plan de sauvegarde, il en bénéficie. Ça veut dire que tant que le plan est tenu, jusqu'à 10 ans, la banque, généralement, ne peut pas actionner la caution. Le chef d'entreprise est protégé. Le deuxième avantage que je trouve fondamental à la sauvegarde, c'est qu'il y a une deuxième chance. C'est-à-dire que si un plan de sauvegarde échoue, au bout de la 7, 8, 9e année, on peut avoir accès à un redressement, une deuxième procédure collective. Alors que si c'est un redressement qui échoue à la 7, 8 ou 9e année, il n'y a pas de deuxième chance. Voilà. Pourquoi il y a ces chances qu'on t'ait données à la sauvegarde? En plus, c'est pour inciter les chefs d'entreprise à aller vers la sauvegarde. Et pourquoi il faut les inciter? Parce qu'en sauvegarde, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Donc, il faut une fois encore avoir anticipé. Le but, c'est de créer un système où il ne faut pas que le chef d'entreprise ait peur du tribunal, il faut qu'il ait envie d'y aller. On ne peut pas le forcer à aller en sauvegarde, on peut le forcer à aller en redressement, mais pas en sauvegarde. Il
faut que ces chefs d'entreprise sentent que c'est des outils faits pour l'aider et il faut qu'ils viennent spontanément devant le tribunal. Donc, il ne faut pas être en état de cessation de paiement et il faut anticiper. C'est une procédure qui a été mise en place à partir de 2006 sur la base d'une procédure américaine qui s'appelle le Chapter 11. Aux États-Unis, il n'y a pas cette peur de l'instance judiciaire. Aux États-Unis, ils sont très pragmatiques. Il y a un outil, procédure collective, un Chapter 11, et ben on s'en sert. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on ne sera pas meilleur, et parfois c'est même souvent l'inverse, la deuxième fois. Donc il n'y a pas cette honte, entre guillemets, de la difficulté. Chez nous, c'est comme ça, c'est un peu différent. Donc, sauvegarde, 2 avantages. Protection de la caution, 2e chance. Sauvegarde, redressement, des procédures collectives, on met le passif de côté. On met, au cours d'une période d'observation, le chef d'entreprise dans la meilleure position pour démontrer ce qu'il sait faire. Après, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on fait un état des lieux. Là aussi, je le disais tout à l'heure, c'est un binôme nécessaire avec l'expert comptable. Un état des lieux, c'est de dire, voilà, d'où on part, dans quel état on est. C'est le budget, c'est le prévisionnel. Le plus honnête et le plus sincère possible. On est entre nous. Vaut mieux être très prudent. Vaut mieux dire au tribunal, on va faire 100 et finalement on fera 110 que de lui dire, on va faire 120 et faire 110 quand même. Donc, très prudent. On fait un budget, dire voilà, dans l'état où on est, voilà ce qui va se passer. Et après, on regarde. Est-ce qu'on va avoir de la trésor? Est-ce qu'on va avoir de la rentabilité? Sinon, comment on fait pour l'améliorer? Puisque les dettes qui ont été mises de côté, il va quand même falloir les payer un jour. C'est le but. Je vous l'ai dit, on a au maximum jusqu'à 10 ans. Donc, très rapidement, au départ, on regarde, est-ce que l'entreprise est capable de générer une capacité d'autofinancement, du cash, sur une base annuelle d'environ 10% de ce qu'elle doit? Si oui, on est déjà dans le bon sens. Sinon, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la rentabilité? Parce que c'est ça l'objectif. Après, on déroule la procédure, on va voir le tribunal, on dit voilà, on part de tel endroit, on est dans telle situation, on a fait tel budget, voilà où on compte arriver et comment on compte y arriver. Malheureusement, parfois, en procédant à des licenciements, en résiliant des contrats inutiles, en procédure collective, l'administrateur judiciaire il a le pouvoir de résilier des contrats qui sinon ne pourraient pas être résiliés à première demande. Il a le pouvoir d'engager des licenciements économiques dans des conditions un peu plus sécurisées que hors procédure collective. Voilà, il y a tout un volant de restructuration qui sont possibles pour atteindre l'objectif. Ça, on le dit au tribunal à 3 mois, on continue à travailler, on se revoit à 6 mois, on dit voilà d'où on est parti, voilà l'objectif est toujours là-bas, voilà où on est, on recadre ou pas les choses. Si on a toujours la confiance du tribunal et concrètement, si on est toujours capable de lui démontrer qu'on a su préserver notre trésorerie, qu'on a su se restructurer et que l'objectif est toujours atteignable, on va avoir 6 mois de plus. Là, on commence à préparer la sortie. La sortie, je vous l'ai dit, c'est un plan de paiement des dettes en maximum 10 ans. Tout à l'heure, je vous ai dit, on regarde 10% par an. Oui, c'est la première approche. Après, quand on est au niveau du plan, on n'est pas obligé de payer 10% par an. On peut commencer beaucoup plus doucement. Ça peut être 1, 2, 3%. Et il faut que sur les 10 ans au maximum, on soit à 100%. Parce que lorsqu'il y a de lourdes restructurations au cours de la période d'observation, la rentabilité, elle ne s'en ressent pas tout de suite. Parfois, il y a des périodes d'observation, au bout de 7, 8, 9 mois, où je suis toujours déficitaire. Mais si j'ai su démontrer au tribunal pourquoi je suis déficitaire, pourquoi c'est lié aux restructurations qui ont été faites, qui n'ont pas encore produit d'effet, et pourquoi avec un nouveau prévisionnel, normalement le retournement est en place et à partir de l'année prochaine je serai rentable, le tribunal il nous fait confiance. Il faut vraiment retenir qu'un tribunal de commerce, c'est des chefs d'entreprise qui certes sont là pour veiller au respect du texte, à juger en fonction du texte, mais qui ont une très forte sensibilité à la situation du chef d'entreprise. Et si on lui démontre qu'on a mis en place les outils pour s'en sortir, ils nous font confiance, ils vous font confiance et ils vous aident. Donc, point de départ, budget, suivi, on est dans l'axe, on prépare le plan, tout payé en 10 ans, avec parfois une pente, et à un moment donné, on présente le plan. Il faut savoir qu'il y a une autre possibilité, plutôt que de payer tout en 10 ans, à 100%, c'est de payer beaucoup moins, mais beaucoup plus vite. Pourquoi? Les créanciers à qui on va venir dire, voilà, on vous doit 1 000 euros, donc on va commencer par vous payer 10 l'année prochaine, 30 la suivante, 50 la troisième,
on arrivera peut-être à 10% sans la quatrième, et peut-être qu'au bout de la 7 ou 8e année, vous serez à 50%. Voilà. Et où on peut lui dire, mais par contre, sinon, on peut vous payer 30 demain. Il y en a beaucoup qui réfléchissent vite, parce qu'ils ont peur que dans 7 ou 8 ans, on ne soit plus là. Eux aussi, c'est de la trésorerie qui est grévée. Donc, beaucoup prennent 30% comptant, par exemple, pour solde de tout compte. C'est la proposition qui peut leur être faite. Mais si on se débrouille bien, comme il est prévu que ceux qui ne répondent pas à la proposition, il faut bien savoir ce qu'on en fait. Donc, on leur dit, quand on les consulte, voilà, on vous propose ça. Si vous dites oui, tant mieux. Si vous dites non, bah, tant pis, vous serez payé à 100% avec peut-être à 100% sur X années avec le risque. Et ceux qui répondent pas, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, ceux qui répondent pas, on leur dit dès le départ, si vous répondez pas, on considérera que vous êtes d'accord. Et si on les consulte, vous voyez, entre le 27 et le 31 juillet, et comme ils ont un mois pour répondre, il y en a beaucoup qui répondent pas. Donc ça, c'est d'autres biais tirés de l'expérience qui permettent aussi de faciliter l'aboutissement de la restructuration pour l'entreprise. Mais pour ça, il faut avoir de la trésorerie. De la trésorerie, encore une fois, on en a si on a anticipé, si on en a constitué au départ, qu'on s'est vite restructuré et qu'on a pu consommer de trésorerie. Ça, elle peut provenir également à la trésorerie d'une cession d'actifs hors exploitation. Un actif dont on ne se servait pas, on le réalise et ça crée de la trésorerie. Voilà à quoi sert une procédure de sauvegarde. Procédure de redressement, schématiquement, c'est la même chose. C'est la même chose dans ce que je viens de vous expliquer. Il faut savoir que le redressement, par contre, peut aller à la cession. La cession, c'est plus l'entreprise qui paye ses dettes. Elle n'a pas les moyens de les payer. Donc, on va chercher un repreneur qui va reprendre les actifs de l'entreprise pour un prix. Ce prix va être donné au mandataire judiciaire et avec ce prix, le mandataire judiciaire paiera les créanciers. Il reprend les actifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Retenez qu'il ne reprend pas les dettes. Donc, lui, il y a un avantage. Pour choisir ce repreneur, il y a 3 critères. Capacité à poursuivre l'activité. Est-ce que le repreneur sait poursuivre le business? Maintien de l'emploi. Combien de salariés sont repris? Et taux d'appurement du passif. C'est-à-dire quel est le rapport entre le prix payé et le niveau des dettes. Donc, procédure de sauvegarde. Il faut anticiper, il ne faut pas être en état de cessation des paiements, on étale ses dettes, on va vers un plan de sauvegarde. Dès qu'on est en plan de sauvegarde, on sort de la sauvegarde, on est au moment où les dettes vont être payées chaque année. L'administrateur judiciaire n'a plus cette fonction-là. Le dirigeant retrouve tous ses pouvoirs. D'ailleurs, il n'en avait perdu quasiment pas en sauvegarde, moins en tout cas qu'en redressement judiciaire. Concrètement, en sauvegarde, la mission ne peut pas être de passer de l'assistance. Donc concrètement, l'administrateur ne peut pas remplacer le chef d'entreprise, c'est de la co-gestion, alors que parfois en redressement, il peut le remplacer. Donc, on sort de la procédure, on est en plan, l'entreprise vit sa vie. Voilà. En redressement, il y a une autre possibilité de sortie. Lorsqu'on n'arrive pas à démontrer qu'on paiera nos dettes, c'est la cession. Je viens de vous en parler. Juste 2 mots, parce que je vois qu'on arrive à la fin de notre crédit de 1 heure. Il faut savoir que la cession, souvent, on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas et c'est passé 3, 4, 5 mois en procédure collective. Une entreprise en procédure collective vis-à-vis de ses concurrents, des tiers, elle a une image défavorable, elle est dégradée. Donc, il y a une procédure qui a été inventée, qui a été mise en place, qui s'appelle le pré-PAC. Le pré-PAC, c'est une situation où, en amiable, dans la procédure de conciliation dont vous a parlé Alexandra, un chef d'entreprise qui sait que de toute façon, soit il ne pourra pas payer ses dettes en 10 ans, soit il ne veut pas, il cherche un repreneur. Il le cherche avant, de manière confidentielle, négociée. Quand il l'a trouvé, il va voir le tribunal. Il dit voilà, ma situation, je ne pourrai pas payer mes dettes, il faut céder. J'ai un repreneur, on ouvre la procédure, on se voit dans 15 jours et dans 3 semaines, c'est fini. La procédure, elle dure maximum 1 mois. Enfin, maximum, elle peut durer plus, mais si on la travaille bien, elle dure 1 mois. Et le but, c'est que cette durée très courte ne dégrade pas le crédit de l'entreprise. Donc, le repreneur, certes, a un avantage. Il était choisi d'une procédure confidentielle, avec beaucoup moins de concurrence. Il est seul à être présenté au tribunal. Il est sûr, quasiment sûr d'avoir l'entreprise, mais si son offre est recevable. Donc, il ne faut pas que les repreneurs, dans ce contexte-là, se disent « je vais faire une offre à minima, c'est sûr que j'aurai l'affaire ». Non, parce que le tribunal peut le refuser. Par contre, s'il fait une offre recevable, il va avoir une entreprise qui n'est pas dégradée et il a beaucoup plus de chances de l'avoir et tout le monde en bénéficie. Lui, l'entreprise et ses salariés. Voilà le panorama que je voulais faire. Je laisserai peut-être Alexandra redire un mot de conclusion. Retenez bien en synthèse 2 grands types de procédures. Amiables, soit anticipées. Je le dis souvent, et je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir.
entre guillemets, tout est possible. On peut tout proposer, il faut juste qu'en face, ils acceptent. Et ça, c'est la négociation. Procédure collective, c'est quand on voit qu'il va falloir plus de temps et qu'il va falloir des outils beaucoup plus durs pour y arriver. On gèle le passif, on se restructure. Quand on est prêt, on sort. Plan de sauvegarde ou, à l'issue d'un redressement judiciaire, plan de continuation qui ressemble un peu au plan de sauvegarde ou, si on n'y arrive pas, plan de cession avec la petite astuce du prépac. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Mais surtout, n'ayez pas peur du tribunal de commerce. Plus tôt vous vous rendez compte que vous en avez besoin, mieux ça marchera. Alors, juste, je reviens un peu sur toutes les questions qui sont posées sur tout ce qui est exonération de charges. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sujets. Il y a les entreprises qui ont été à un moment donné obligées de fermer. Donc là, effectivement, les exonérations de charges vont se faire automatiquement et c'est l'URSSAF qui va revenir vers vous directement. Par contre, après, sur tout ce qui est contrat EDF, loyer, tout ça, c'est de la négociation directement. Ils ne peuvent pas résilier les contrats du fait des dispositifs là, qui ont été pris pendant le Covid. Mais pour autant, à un moment donné, il va falloir quand même traiter le sujet de la dette qui a été créée. Donc, attendez pas. J'ai vu qu'il y a des questions qui sont posées. Comment prendre contact avec vous? Alors, nous, on a un site internet. Il y a nos adresses mail sur le site internet. N'hésitez pas. Ça arrive directement sur nos boîtes mail. Donc, on vous répondra aussitôt. L'objectif, c'est ce qu'on disait avec Stéphane en introduction. Le but, c'est de faire un premier rendez-vous. Des fois, ça dédramatise des situations parce que vous êtes tout le temps dans l'exploitation et des fois, ça manque juste un peu de hauteur de vue. Donc, même si c'est juste pour vous dire, vous inquiétez pas et voilà quelques clés, bah, des fois, ça peut permettre de vous donner un peu de hauteur. Mais surtout, que vous n'ayez jamais à vous dire, si on avait su, on serait allé les voir avant. Donc ça, c'était pour les questions sur les exonérations de charges. Après, j'ai vu des questions sur les assurances et les pertes d'exploitation. Oui, il y a des gros restaurateurs, comme c'est écrit, qui ont gagné leur procès, mais il y a aussi des petits. Attention entre ce que vous entendez à la télé et la réalité. Ça, il faut aussi se le dire, parce que les contrats sont pas les mêmes. Et notamment sur les gros, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des clauses dans les contrats qui prévoyaient effectivement des indemnités. Ou parfois, on va pas au procès et il y a de l'amiable, c'est-à-dire qu'on transige. Donc, attention entre la télé et la réalité, il y a quand même quelques écarts. Il faut lire toutes les jurisprudences pour voir effectivement sur quelle base le restaurateur gagne. Mais jusqu'à présent, c'est pas forcément des victoires au tribunal, c'est simplement des expertises. Et le temps que la procédure d'expertise est lue, on donne des indemnités au chef d'entreprise, ce qui ne préjugera pas de la décision du tribunal à la fin pour savoir si oui ou non il y a perte d'exploitation. Donc vraiment attention, c'est vraiment très très important de faire la différence. De rien pour les conseils, encore une fois on est à votre disposition. C'est l'objectif de ces webinaires, c'est de rendre le sujet intéressant et audible pour tous. C'est très rapide, 1 heure pour expliquer à chacun notre métier, donc surtout n'hésitez pas, on est à votre disposition en rendez-vous individuel. Stéphane, je rebondis juste un mot sur ce qu'a dit Alexandra. L'action d'assurance, c'était vraiment un exemple parfait, parce que moi, j'ai connaissance de dossiers où effectivement le fait de se retrouver dans le tribunal a été évité parce que la société a négocié avec son assureur. Voilà. Et a obtenu une indemnité, peut-être moindre qu'elle aurait pu avoir devant un tribunal, mais par contre tout de suite. Et tout le monde s'y retrouve. Et ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas si Alexandra vous l'a dit, on a beaucoup axé sur la difficulté financière, parce qu'effectivement c'est 80-85% des situations, mais le mandat ad hoc, il est là pour traiter une difficulté, pas forcément financière. Un mandat ad hoc, ça peut servir à traiter une difficulté de mésentente entre associés. 2 associés qui sont à 50%, qui ne s'entendent plus, tout est bloqué. Donc, le mandat ad hoc, oui, on traite des difficultés financières, dont la majorité des cas, mais ça peut servir à traiter toute difficulté qui pollue la vie de l'entreprise. Juste, Stéphane, avant que te laisser conclure, il y a une question. Peut-on vous contacter concernant une négociation avec un assureur récalcitrant où ce n'est pas vos prérogatives? Oui, bien évidemment, on peut intervenir avec tous les créanciers. Encore une fois, l'objectif, c'est de trouver une solution proportionnée. Moi, je vous dis, en ce moment, ce que j'ai le plus, c'est des bailleurs, notamment des très grosses foncières où le dirigeant se sent noyé parce que pour avoir le bon interlocuteur.
étonnamment, quand c'est un administrateur judiciaire qui demande un rendez-vous, vous avez étonnamment le chef du premier coup. Bon, c'est dommage, je peux pas vous dire le contraire, mais c'est la réalité. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de structures où on travaille à périmètre hyper réduit, notamment avec les banques, c'est très compliqué parce que ils sont tous en télétravail, donc faut avoir tout de suite le bon interlocuteur. Et c'est ça l'avantage de l'amiable, c'est que à force d'être dans la durée, on a les bons interlocuteurs. Stéphane, on te cède la parole. Merci Vincent, merci Alexandra. Écoute, je crois que c'est clair, je crois que vous avez un peu démystifié, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous avez des questions. Pour les exonérations de charges, oui, il y a certainement des choses qui vont paraître, mais il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, avec le chômage partiel et les aides qu'il y a eu pour payer la partie salariale, aujourd'hui, à part pour les charges TNS qui peuvent être effectivement un souci, et là rien n'est sorti à part des reports, les charges patronales des entreprises ne sont plus un point tant qu'il y a le chômage partiel. Bon, vous l'avez compris, en conclusion, le maître mot, c'est d'anticiper et donc l'arrêté des comptes, c'est l'occasion de faire un point, c'est l'occasion de faire vraiment un prévisionnel de trésorerie. Peu d'entreprises, finalement, dans la pratique, le pratique. Mais si vous avez été impacté ou si vous avez été perturbé par le Covid, il est indispensable de le faire parce que, vous l'avez compris, la linéarité de ce qu'on pouvait vivre les années précédentes est quand même perturbée par la crise. Voilà. Donc, deux maîtres mots de conclusion, anticiper et la trésorerie. Voilà. J'en profite également pour vous rappeler qu'il y a des entretiens avec les consultants de la CPME. Là, régulièrement, vous devez avoir des mails. Si vous avez besoin de rencontrer un avocat ou un expert comptable, on est également disponible lors de ces entretiens. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et passez tous de bonnes fêtes quand même, malgré la situation, et prenez soin de vous. À bientôt. Ok, merci.